nous étions interrompus au milieu d'un développement. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour... ça ne revient pas en arrière. Ah non, non, une seconde. Je n'ai pas la commande. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il faut qu'on regarde un petit peu cet écran-là, mais il faut que je le remette dans le bon sens. Voilà. Une chose importante pour comprendre ce qui va suivre, de se souvenir un des fondements de la théorie de la relativité générale. La vision qui prévalait pendant des siècles, depuis Newton jusqu'à l'apparition de la théorie de la relativité, était une vision d'un monde avec des forces qui pouvaient agir à distance et instantanément, comme la gravitation universelle telle que Newton la concevait. Et simplement, vers la fin du 19e siècle, on était arrivé à une certaine limite. Un bon nombre de phénomènes ne pouvaient pas être décrits dans ce cadre-là. Et puis, sont arrivés des mathématiciens comme Riemann, qui ont développé des formes différentes, des formes nouvelles de géométrie. Et finalement, en 1915, les articles fondateurs de Albert Einstein sur la théorie de la relativité générale ont permis un essor monumental, à la fois pour l'aspect mathématique et pour la description du cosmos. La chose dont je vais avoir besoin que nous nous souvenions est un petit peu illustrée par ce chat qui se prélasse sur un lit douillet. La présence du chat enfonce un petit peu la couette, là où il est présent. Et vous voyez que cette couverture qui, en fait, si on l'étalait par terre, par exemple, présenterait des côtés parfaitement droits, présente là des enfoncements et des endroits plus élevés. Et même si le chat n'y était pas, la couette le ferait, mais la présence du chat enfonce un petit peu plus là où le chat est présent. En fait, si je prenais une balle de ping-pong et que je la fasse rouler sur cette couverture, eh bien, mes yeux ne la verraient pas suivre une ligne droite. On conçoit bien, si vous suivez par exemple une de ces lignes rouges qui est au premier plan ou une ligne verte qui est là au premier plan, on verrait bien ici ce que cela pourrait nous indiquer. Oui, ici dans cette partie-là, vous voyez bien la ligne rouge. Je vous interromps. Oui, oui, oui. Non, c'est bon, on voit maintenant. Ah, d'accord. Et en fait, cette déformation, c'est une déformation de l'espace. En fait, c'est un exemple que je peux vous donner sous forme de déformation de l'espace suite à la présence de matière. Et par exemple, ici, là où le chat est présent, cette déformation est tout à fait présente. La déformation de l'espace est une déformation de la géométrie. Et c'est ce que j'ai écrit là. La conséquence, la présence d'un corps massif courbe les trajets de lumière. Et c'est pour ça que ce que l'on avait pu voir, c'est que la lumière qui nous parvient d'objets extrêmement lointains ne suit pas des lignes droites comme on pourrait le penser, ce que nous voyons avec des effets laser ou des projecteurs, parce que c'est à notre distance à nous, ce sont des distances extrêmement courtes, donc on a l'impression que la lumière voyage sur une ligne droite, mais lorsqu'elle vient d'extrêmement loin, en fait, et qu'elle passe à proximité de masses importantes, la courbure qui est introduite dans l'espace-temps courbe aussi la trajectoire de la lumière. Cette chose-là a été démontrée de façon expérimentale en 1919 lors d'une éclipse totale de soleil. Le phénomène qui avait été prédit par Einstein a pu être repéré et c'est la courbure de rayons lumineux qui a permis de voir pendant l'éclipse des étoiles, de les repérer, leur position apparente étant différente de la position à laquelle les étoiles avaient été calculées. C'est ce que le diagramme qui est sur le côté droit vous montre un petit peu. Vous avez un observateur qui est sur la Terre, qui observe en direction du Soleil. A priori, c'est à une période d'éclipse de façon à ce qu'il puisse observer. Et il voit les étoiles dans leur position apparente, les deux étoiles extérieures que vous voyez ici et là, alors que leur position calculée, c'est celle d'avant. C'est important de le comprendre pour voir la suite. Vous avez ici une simulation qui a été faite par des astrophysiciens d'une portion de l'univers. Ne vous faites pas d'illusions, ça représente une portion, une toute petite portion de l'univers, mais quelques centaines de millions d'années-lumière quand même de côté
sur ce parallélépipède. Et les points lumineux que vous voyez représentent chacun une galaxie. Et les filaments qui les relient sont des filaments de matière qui relient les galaxies, c'est un peu comme une dentelle à 3 dimensions. Et vous avez là une représentation de 3 possibles trajets de lumière. Vous voyez que ça n'est absolument pas droit. En fait, pour les spécialistes de la chose, quand on veut parler de l'équivalent d'une droite, mais dans un espace avec des problèmes de courbure aussi importants, on parle de géodésique. C'est quelque chose que vous connaissez si vous avez pris un peu l'avion pour des longues distances. Quelqu'un qui décolle de Tel Aviv en direction de New York, beaucoup de gens ne font pas attention, mais si on suit sur l'écran, on se rend compte que le trajet va passer très au nord. Les gens pensent que de Tel Aviv à New York, on va aller plein ouest, mais en fait, si on va plein ouest, ça fait une différence très forte de distance, alors que si on décolle vers le nord-nord-ouest, et en passant au nord de l'Écosse et en redescendant par Terre-Neuve, le trajet est beaucoup plus court. Au lieu d'un trajet de 9000 et quelques kilomètres, si on prend la voie la plus droite, la plus directe, celle qui passe plutôt vers le nord, au-dessus de l'Écosse, si on va plein ouest, eh bien, on aura une bonne différence de 2000 kilomètres de plus. Et en fait, ce sont ces géodésiques qui jouent le rôle des droites dans l'espace avec les problèmes de courbure que l'on rencontre. Et un des phénomènes que l'on peut rencontrer, que Einstein avait prédit, et qu'on a pu observer mais beaucoup plus tard, c'est quelque chose que l'on appelle une croix d'Einstein. En fait, la déformation des rayons lumineux, des trajets de lumière, est telle que quelquefois même, la lumière peut passer par plusieurs trajets simultanément. Encore que le mot simultanément ait peu de signification pour l'instant, mais ce qui peut arriver, c'est que d'un objet extrêmement lointain, la lumière peut nous parvenir par plusieurs trajets différents, et qu'on va retrouver cet objet-là plusieurs fois dans le ciel. L'image que vous avez là sur le côté droit représente un objet que l'on appelle une croix d'Einstein. Vous avez 4 objets, A, B, C et D, qui en fait sont 4 fois le même objet. C'est une image de 4 fois la même galaxie, extrêmement loin dans l'espace. Simplement, entre cette galaxie et nous, sur la ligne de visée, il y a un objet extrêmement massif, soit une galaxie, soit un amas de galaxies, et cette énorme masse qui est quelque part entre la galaxie émettrice et nous déforme l'espace-temps de telle façon que la lumière nous arrive par 4 trajets différents, et on obtient donc cette image-là, dans laquelle on a une galaxie en bleu turquoise à peu près, enfin le cœur de la galaxie en bleu turquoise, et la galaxie s'étend plus, on la trouve en bleu roi aussi tout autour, et puis c'est le point central lumineux, c'est le cœur de la galaxie qui joue le rôle de lentille, et les 4 autres points A, B, C, D sont 4 images de la même galaxie extrêmement lointaine. On a donc beaucoup d'objets de ce genre-là dans l'espace. Et si je peux me permettre de rappeler ce que le Rabbi Nachman de Bratslav disait quand il parlait du monde dont l'observation était extrêmement trompeuse, on a effectivement un phénomène, on a une image dans laquelle, si on n'avait pas à notre disposition les développements suite à la théorie de la relativité générale d'Einstein, eh bien, on pourrait beaucoup se tromper. Ce que je viens de vous raconter est très fondamental pour ce qui va venir après. On y reviendra, j'en reparlerai encore. Mais c'est probablement le point central de ce qui va nous intéresser maintenant. Le diagramme que vous voyez est un diagramme très connu. On peut le retrouver, vous l'avez ici avec des annotations en français, mais on trouve le même diagramme avec des annotations en anglais ou dans d'autres langues. C'est un diagramme extrêmement connu que les astrophysiciens utilisent pour décrire l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à notre époque. Sur le côté gauche, vous avez, peut-être que je choisisse une couleur un petit peu plus visible, vous avez ici un point qui est supposé être le point d'origine qui représente le moment, l'endroit du Big Bang, celui où quelque chose s'est passé. Je ne vais pas essayer de le décrire, c'est beaucoup trop compliqué, puis ce n'est pas mon sujet pour l'instant. Je serais plus intéressé à parler d'autres choses que de ce que c'est que le Big Bang. De toute façon, les astrophysiciens eux-mêmes ne se sont pas encore complètement mis d'accord, s'ils ont un espoir de pouvoir se mettre d'accord là-dessus. Toujours est-il qu'à un certain moment,
Donc, il s'est passé quelque chose. Il faut savoir que ce nom de Big Bang, c'est un journaliste qui l'a inventé, histoire de se moquer des astrophysiciens. Et finalement, il a eu un effet complètement à l'envers de ce qu'il espérait. Au lieu d'avoir quelque chose qui se moque des physiciens, c'est un mot qui est resté. En hébreu, on appelle ça Hamapat Hagadol. Immédiatement après ce Big Bang, il y a eu une période très courte, mais très intense, qui s'appelle l'inflation cosmique, où l'univers a grandi de façon énorme et extrêmement rapide. Et pendant toute cette période-là, l'univers était ce que l'on appelle opaque. Pourquoi était-il opaque? Parce que la description que les astrophysiciens en donnent, c'était une espèce de soupe, disons, en fait le mot qu'ils utilisent est plutôt plasma. Enfin, imaginez une espèce de soupe très très visqueuse, de particules extrêmement chaudes, de millions de degrés, donc une agitation de particules très très forte. Vous le savez bien, la température, c'est une agitation des molécules, des particules. C'est pour ça qu'au-dessus de votre radiateur, le mur est toujours noir. Parce que les particules qui sont dans l'air sont agitées par la chaleur émise par le radiateur, donc elles cognent le mur beaucoup plus souvent que d'habitude, et c'est pour ça que le mur est noir au-dessus du radiateur. Tout bêtement, de la grosse physique pour expliquer pourquoi il faut repeindre. Et toujours est-il que cette soupe était tellement dense qu'aucune particule ne pouvait passer à travers. Dès qu'une particule était émise par quelque chose, ou qu'une particule se scindait en deux, immédiatement les choses étaient immédiatement recaptées par d'autres et la lumière ne pouvait pas passer. Les photons, les particules de lumière ne pouvaient pas passer. Ça a pris 380 000 ans et d'après ces théories-là, au bout de 380 000 ans, la matière était suffisamment refroidie et suffisamment moins dense pour que des rayons de lumière puissent commencer à passer. À ce moment-là, l'univers est devenu ce que les astrophysiciens appellent transparent. Depuis cette époque-là, alors, on peut voir un certain nombre de choses. Bon, d'après ces théories-là, de toute façon, il n'y avait personne pour observer à l'époque, mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est la lumière qui vient d'objets plus ou moins proches, plus ou moins lointains. Par exemple, la lumière du Soleil met 8 minutes pour nous parvenir. Un signal électromagnétique pour venir de Mars met à peu près 20 minutes pour nous parvenir. La sonde Rosetta qui a été envoyée par l'Union européenne, par l'Agence spatiale européenne, et qui a voyagé pendant 10 ans, communique avec la Terre. La communication prend à peu près 40 minutes dans chaque sens en ce moment. Peut-être un petit peu moins puisque la sonde s'est beaucoup rapprochée du Soleil puisqu'elle suit la comète Churyumov-Gerasimenko. Et bon, enfin, toujours est-il que c'est grâce à ces faisceaux de lumière, ces rayons de lumière, que nous pouvons observer l'univers. Et petit à petit, des choses se sont créées, et c'est ce qui est représenté dans ce diagramme avec la création des premières étoiles, et petit à petit, les étoiles qui se sont agrégées avec des formations de galaxies, de planètes et autres. Ce diagramme n'étant plus tout à fait en accord avec les dernières découvertes et les dernières théories en date, puisque les astronomes et les astrophysiciens ont eu la surprise de découvrir des galaxies beaucoup plus anciennes apparemment que ce que les théories jusqu'ici pouvaient décrire. Et la physique avance en réalité à chaque fois qu'elle rencontre un problème, qu'elle rencontre quelque chose qui contredit les théories précédentes. Je dois dire, mais juste en passant, que cette question de théories qui sont battues en brèche à un moment quelconque, ou plutôt pas battues en brèche, ce n'est pas le cas dans ce qui nous occupe. Je crois que peu de théories ont tenu le coup, comme la théorie de la relativité générale et ses conséquences cosmologiques. Toujours est-il qu'on se retrouve de toute façon avec de nouvelles inconnues, comme si on en manquait. On se retrouve avec de nouvelles inconnues et la théorie a besoin de nouveaux développements, de nouveaux travaux pour prendre en compte les nouvelles observations. On va passer à l'écran d'après. Une des choses importantes à comprendre, c'est ce que l'on appelle une topologie possible pour l'univers. Ce qu'on appelle topologie, c'est un mot un petit peu compliqué pour essayer de décrire la forme de l'univers, pour essayer de voir. Eh bien, on pourrait avoir un univers comme en bas, tout à fait plat. Bon, c'est vrai que c'est une correspondance en 2 dimensions ici de notre univers qui n'est pas en 2 dimensions, mais c'est de la géométrie que nous avons tous appris quand nous étions au collège et au lycée. Quand on regarde dans le plan et qu'on trace un triangle, la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés. C'est quelque chose de connu, tous les enfants apprennent cela et on construit énormément d'exercices là-dessus. Maintenant, si au lieu d'avoir quelque chose de plan, on a quelque chose de courbé comme une selle de cheval,
le diagramme qui est au milieu. Dans ce cas-là, si vous tracez un triangle, eh bien, ce qu'on va retrouver, c'est une situation dans laquelle on peut avoir un triangle dont la somme des angles est inférieure à 180 degrés. Vous pouvez le faire, faites l'expérience avec une selle de cheval ou avec un morceau de tuyau d'arrosage que vous allez courber. Seulement, il faut que vous ayez de bons instruments pour le faire. Et la sphère qui est en haut montre un espace qui ressemble à une sphère, mais c'est vraiment un travail d'abstraction important à faire pour comprendre ce que c'est qu'un univers à trois dimensions qui ressemble à une sphère. Mais là-bas, un triangle peut parfaitement avoir une somme d'angles supérieure à 180 degrés. Imaginez simplement que vous partiez d'un point sur l'équateur, vous montez directement jusqu'au pôle en suivant un méridien. Au méridien, vous tournez de 90 degrés à droite et vous redescendez jusqu'à l'équateur. Quand vous arrivez à l'équateur, vous tournez de nouveau de 90 degrés pour rejoindre le point d'où vous étiez parti. Vous avez là un superbe triangle dont la somme des angles est égale à 3 fois 90 degrés, c'est-à-dire 270 degrés. C'est certainement pas un espace où la géométrie est celle que vous connaissez et celle avec laquelle votre menuisier a construit votre table. Toujours est-il que les théoriciens se posent la question de savoir quelle est la forme de l'univers et ils arrivent en visant certaines étoiles ou certaines galaxies à faire des mesures d'angle, des mesures de triangle. Et pour l'instant, il semble que l'on s'achemine vers le fait que notre espace ressemble plutôt à un plan. Toute proportion gardée, il fait beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et un petit peu tordu, mais dans lequel, en fait, on n'a pas tellement de phénomènes. Et ces phénomènes, comme une sphère ou comme cette selle de cheval, ne se retrouvent que de façon locale. Toujours est-il que la question se pose, comment va-t-on décider? Nous observons l'espace depuis ici, depuis la Terre, et puis juste un petit détail, oui. Quand vous sortez de la synagogue le soir et que vous voulez faire Birkat Alevana en début du mois, au milieu du mois, oui, alors vous observez le ciel, on est en tout début de nuit, vous cherchez la Lune. Si vous faites ça suffisamment tôt, vous allez trouver la Lune tôt dans le mois, je veux dire. Vous allez trouver la Lune quelque part vers l'ouest et vraisemblablement près d'elle, vous allez voir quelques étoiles. Et si vous faites ça au milieu du mois, les mêmes étoiles seront restées à peu près au même endroit, mais la Lune, vous la trouverez ailleurs. Mais quand vous trouvez deux étoiles, ça peut très bien arriver que vous trouviez la Lune et Mars et Vénus dans votre ligne de visée. Vous regardez, vous levez la tête un petit peu vers le ciel et c'est là ce que vous voyez. Or, il se trouve que la Lune n'est pas très loin, elle n'est qu'à 380 000 km au-dessus de nos têtes. Vénus et Mars beaucoup plus loin, mais dans deux directions complètement différentes, a priori, puisqu'on pense que Vénus est plus près du Soleil et que Mars est plus loin du Soleil, et pourtant on regarde dans la même direction et on ne voit pas le Soleil. Tout ça parce qu'on voit en trois dimensions. C'est en fait parce que tout bouge dans cet espace à trois dimensions qu'on a les phases de la Lune, et bien plus que ça, on a aussi les phases d'autres astres, et c'est comme ça que Galileo Galilei avait compris que la description qu'on avait à l'époque, Ptolémée et autres, n'était pas la bonne, puisqu'il avait pu décrire et dessiner les phases, non seulement de la Lune, mais les phases aussi d'autres astres dans le ciel. C'est lui qui a découvert les 4 principaux satellites de Jupiter, qu'on appelle d'ailleurs les satellites galiléens. Toujours est-il que on regarde, tout bouge et tout change, et on observe, mais on peut faire des calculs de trajectoire, et grâce à cette existence de phases, on peut donc arriver à comprendre que la description de l'univers telle qu'elle était faite avec le modèle de Ptolémée, ou pire encore, si vous me permettez l'expression, la description qui était faite par les Zoroastriens en Babylonie, ces descriptions-là ne marchent plus. Je dois reconnaître que c'est à cause de cela que j'ai eu tellement de mal à comprendre la Soubia à la fin de Masechet Psachim, où les Chachamim nous décrivent la trajectoire du soleil dans le ciel, en particulier le soir quand il revient, mais tout simplement parce que c'est un modèle auquel on n'avait jamais eu accès, qu'on ne connaissait pas, qui est en fait le modèle de Babylonie, celui que les Chachamim avaient pu apprendre, avaient pu connaître, et c'est d'ailleurs à la fin de cette Soubia-là que dans la Gemara, quelqu'un vient et dit aux Chachamim, mais à Athènes, on dit des choses différemment, on décrit ça différemment, et ils ont répondu, s'ils disent différemment, il faut faire attention à ce qu'ils disent, parce que là-bas, dans ce domaine-là, ils en savent plus que nous. Je ne veux pas dire que les Chachamim étaient déjà en chemin vers la théorie de la relativité, mais toujours est-il que chez nos Chachamim, l'observation du ciel était une chose importante, ne serait-ce que pour des raisons techniques, afin de pouvoir fixer quand est Rosh Chodesh, et on sait que Rabban Gamliel avait des tableaux
avec un grand nombre de figures qui lui permettaient d'analyser les témoignages de gens venant dire qu'ils avaient vu la nouvelle lune, et il pouvait leur montrer sur le tableau en leur demandant de décrire, d'après les différents graphiques qui étaient là-bas, ce qu'ils avaient vu. Et de cette façon-là, Rabban Gamliel et son Beddin pouvaient confirmer ou infirmer les témoignages et l'accepter et déclarer que c'est les Rosh Chodesh. Toujours est-il que maintenant nous en sommes à une situation où l'univers est transparent, on peut l'observer et on peut l'analyser, et tout cela on le fait grâce à des observations et grâce à la lumière. À un moment quelconque, je pense que j'aurai l'occasion de développer un petit peu cette idée-là. Ce que ce diagramme vous montre, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est au bout de la petite flèche qui est là, ce que l'on voit à l'intérieur de ce tube. À l'intérieur de ce tube, vous voyez une espèce d'image un petit peu floue avec des taches oranges, d'autres taches bleues, certaines plus claires, certaines plus sombres. C'est en fait de cela que je voudrais pendant quelques minutes vous parler. Je vais vous parler de deux personnes qui sont assez connues, en tout cas dans ce domaine-là. Dans les années 60, deux ingénieurs des laboratoires Bell, Wilson et Penzias, ont été en train de mettre au point une antenne de télécommunication. Si vous vous souvenez, ceux d'entre vous qui, comme moi, étaient déjà nés à l'époque, les premiers satellites de télécommunication avaient commencé à voler au-dessus de nos têtes. Et pour ceux qui sont en France, si vous avez eu l'occasion de vous promener en Bretagne et d'aller voir l'antenne Cornet qui est sous le radome à Pleumeur-Baudou en Bretagne, ça ressemblait un petit peu à ce que vous avez là derrière ces deux personnes. Les deux personnes sont Penzias à gauche et Wilson à droite. Ils étaient en train de régler une antenne et ils n'y arrivaient pas. Il y avait constamment des parasites, il y avait ce que l'on appelle un bruit qu'ils n'arrivaient pas à éliminer. Ils ont essayé tant et plus d'éliminer ce bruit. Ils ont fait leurs essais en pleine nuit de façon à annuler la possible influence du soleil, puisque pendant la nuit, les rayons soleil, y compris dans des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles, n'arrivaient pas de ce côté-là de la Terre. Ils ont essayé beaucoup de choses, et ça leur a pris un certain temps, mais finalement, ils ont compris que ce qu'ils étaient en train de capter, ça n'était pas un parasite, ça n'était pas du bruit, mais ils étaient en train de capter ce qui restait du premier rayonnement qui avait pu être émis 380 000 ans après le Big Bang. Ce rayonnement que l'on appelle en français le fond diffus cosmologique ou le rayonnement fossile, il y a d'autres noms en anglais dans d'autres langues, et c'est ça qu'ils avaient découvert. Ils ont reçu le prix Nobel pour cela. Petit détail, Penzias est juif. Après cela, une fois que la communauté scientifique s'est convaincue que c'est bien cela que l'on avait capté, eh bien, on a eu l'idée maintenant d'analyser ce rayonnement. C'est un rayonnement qui nous arrive sous forme de micro-ondes. Chaque longueur d'onde est associée à une température. Cette température est extrêmement froide parce que l'univers a continué son expansion. Donc les longueurs d'onde se sont étirées. Bref, ça nous arrive à une température extrêmement froide, tout juste à 2,5 degrés ou quelque chose comme ça au-dessus du zéro absolu. Et puis, en fait, ce qu'ils ont pu cartographier en analysant l'ensemble du ciel, c'est cette carte que vous voyez là, la première carte, celle qui est en vert, là au-dessus. Cette carte-là, en fait, on ne voit pas grand-chose, on voit une énorme tache verte avec un trait blanc au milieu. Le trait blanc qui est au milieu, c'est en fait parce que les instruments de mesure étaient aveuglés par le rayonnement venant de notre galaxie, la Voie lactée. En 1992, les Américains ont envoyé un satellite, COBE, qui a pu faire une cartographie de ce rayonnement-là, et on a obtenu comme ça une cartographie qui était déjà meilleure. De nouveau, au milieu, vous avez une grosse bande qui décrit notre galaxie, et le reste qui décrit le reste de l'univers. Et puis en 2003, les Américains toujours ont envoyé un satellite, WMAP, W pour Wilkinson, c'est en l'honneur d'un certain astrophysicien, M c'est pour micro-ondes, ils ont fait une cartographie, et vous voyez que cette carte est déjà de meilleure qualité, on commence à voir des détails apparaître, on est moins aveuglé par la Voie lactée, et des détails commencent à apparaître dans cette carte du fond diffus cosmologique de l'univers. Et puis on a continué, et la carte que vous avez sous les yeux maintenant, c'est celle qui a été établie dans les dernières années par un satellite, un télescope spatial, Planck, qui a été envoyé par l'Agence spatiale européenne.
Et là, vous voyez beaucoup plus de détails, beaucoup plus de petites taches rouges ou de petites taches bleues. En fait, la différence de couleur représente une différence de température. Et on voit comme ça un espace qui semble relativement homogène, relativement isotrope. On voit le même genre de figure dans toutes les directions. Pour ceux qui ont suivi les cours précédents, on retrouve un peu une structure fractale, comme ce que nous avions appris il y a 2 cours. Mais on voit apparaître aussi des grumeaux. Ces espèces de grumeaux orange, plus ou moins sombres et autres, sont décrits par les astrophysiciens aujourd'hui comme étant les germes de ce qui va donner les grandes structures dans l'univers, les grandes structures de galaxies et d'amas de galaxies. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? Et pourquoi suis-je en train de décrire toute cette astrophysique-là, en essayant soigneusement de ne pas rentrer dans des formules? Eh bien, tout simplement parce que je vais avoir quelque chose qui, je vous le dis tout de suite, va nous amener chez le Maharal. Mais en attendant, pour qu'on puisse comprendre la démarche, je vais vous montrer un petit peu de mathématiques amusantes. Imaginez que vous preniez une bande de papier. Là maintenant, je vous montre cette bande-là, celle-ci. Vous prenez une bande de papier suffisamment longue, rectangulaire, avec une longueur bien supérieure à sa largeur. Et puis vous voulez coller les 2 bords, AB et CD, et vous voulez que A coïncide avec C et que B coïncide avec D. Donc vous commencez par fabriquer une espèce d'anneau, comme ce que je vous montre ici. Mais après, d'un côté seulement, vous allez donner un demi-tour à votre bout de papier. Essayez de le faire à la maison, c'est très amusant à faire. Et à ce moment-là, vous pouvez coller A avec C, B avec D, vous le collez, vous obtenez un anneau comme celui-ci. Comme ce dernier anneau que je vous ai montré là, et en fait comme cet anneau vert que vous avez ici, sur le côté gauche de votre écran. Eh bien cet anneau-là s'appelle une bande de Möbius. Möbius était un mathématicien scandinave, c'est lui qui, à la fin du 19e siècle, a décrit cela de façon, avec tous les outils géométriques possibles et imaginables. Cette bande de Möbius a des propriétés tout à fait étonnantes. Je vais essayer pour la première fois de vous montrer une animation de la bande de Möbius. Alors, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être... Non, voilà. Vous voyez cette bande, c'est une bande de Möbius sur laquelle passent des fourmis. En fait, c'est une animation qui a été construite sur un dessin de Escher, si vous avez entendu parler de ce peintre graphiste qui a fait beaucoup de tableaux représentant des mondes, soit des mondes impossibles, soit des mondes avec des propriétés très particulières. Donc, suivez bien les fourmis. Si vous prenez une fourmi qui est pour l'instant en haut à gauche, suivez-la, vous allez voir que en définitive, elle va continuer dans ce qui vous paraît être à l'extérieur, vous la voyez à l'envers, et puis brusquement, elle va se retrouver à l'intérieur, exactement en dessous de là où vous l'aviez prise au départ. En fait, cette bande de Möbius a comme particularité de ne pas avoir 2 faces, elle n'en a qu'une seule. Et si vous faites ça avec votre morceau de papier et que vous continuez avec votre doigt, vous passez sur la bande, vous verrez que vous passez en fait sur toute la bande. Il n'y a pas 2 faces, il n'y en a qu'une seule. Faites ça avec un peu de couleur, un peu de peinture au bout de votre doigt, et vous verrez que vous aurez peint toute la bande sans avoir à lever le doigt. On va revenir en arrière. Cette bande de Möbius, en fait, c'est une construction simple. On fait ça souvent avec des enfants. Il y a tout un tas de choses jolies à faire. Mais on va continuer. Je vous ai donné cet exemple-là simplement pour vous donner l'exemple d'un espace qui n'a pas de fin. Un espace sans limite dans lequel on peut passer de tous les côtés sans avoir besoin de sauter d'un côté à l'autre. Alors que si vous prenez par exemple une sphère, prenez un ballon de football, eh bien vous avez la partie supérieure, la partie à l'extérieur, celle qui reçoit les coups de pied, et vous avez une partie à l'intérieur, celle qui est au contact de l'air avec lequel on a gonflé le ballon, et vous ne pouvez pas passer de la face supérieure à la face inférieure sans avoir à lever la main, passer dans un trou pour essayer par la valve par exemple, pour essayer de passer d'un côté à l'autre. Cette bande de Möbius vous permet de le faire de façon très très simple. On a simplement ce qu'on appelle identifier le bord AB et le bord CD dans
dans cette bande de papier que l'on a pivotée d'un demi-tour seulement d'un seul côté. On peut faire beaucoup de constructions de ce genre-là. Voilà deux beaux exemples de la bande de Möbius. À droite, c'est le même dessin vert. À gauche, eh bien, vous n'allez qu'à vous rendre dans n'importe quel magasin de colifichets. Aujourd'hui, c'est à la mode. Enfin, bon, maintenant, c'est l'été, vous avez la canicule à Paris. Mais en hiver, en tout cas, on vendait à beaucoup d'endroits des écharpes. Des écharpes en laine ou en synthétique qui étaient faites comme des bandes de Möbius et que les personnes se mettaient autour du cou. Ça fait, Möbius n'avait certainement pas pensé à cela quand il a décrit mathématiquement sa bande de Möbius, mais en tout cas, il y a des gens qui savent en faire des affaires. Voilà, on a d'autres apparitions qui peuvent apparaître. Vous avez ça en haut à gauche, vous avez les fameuses fourmis. Les autres dessins sont aussi des dessins de Escher, mais à droite, en bas, oui, vous pouvez reconnaître là le dessin que vous avez sur les bouteilles en plastique et autres canettes de bière, qui est le symbole du recyclage. C'est tout simplement 3 flèches qui, mises bout à bout, vous décrivent une bande de Möbius. Donc, ce genre de choses-là, on les rencontre. Et on peut faire des choses beaucoup plus compliquées. Si vous prenez votre bande de papier très longue, mais qu'au lieu de faire un demi-tour, vous faites 9 demi-tours et les collez, eh bien vous aurez le dessin, vous aurez la surface que vous avez là sur le côté droit. Il est très facile de réaliser, même avec des enfants, de très belles choses qui représentent des objets mathématiques très compliqués. Un objet un petit peu plus compliqué, c'est la bouteille de Klein. Ça, c'est un objet qui, en fait, c'est une bouteille qui n'a ni intérieur ni extérieur. Surtout, n'essayez pas de conserver de l'huile dedans. Il n'y a pas d'intérieur. Et cette bouteille de Klein, on peut la construire comme je vous l'ai montré, comme je vous le montre là à gauche. Vous prenez un carré et vous faites attention à l'orientation des côtés du carré. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transformer votre carré en collant le côté droit sur le côté gauche. Et vous allez pouvoir le transformer en un cylindre. Vous repérez, vous avez ici les deux côtés rouges que l'on aura collés l'un sur l'autre, et puis on aura eu un cylindre. Petit à petit, on va courber le cylindre, le faire passer d'une certaine façon pour obtenir une bouteille comme celle-là. Si vous mettez de l'eau ici, eh bien, elle ressortira par là et elle ne sera pas piégée du tout à l'intérieur. Bon, je vais passer un petit peu plus vite là-dessus. Voilà des exemples de la bouteille de Klein vue autrement. Vous pouvez faire attention aux flèches. Si je pourrais vous montrer, mais je vous préférerais avancer pour avancer, se retrouver un peu plus tôt vers le Maharal. Mais si vous suivez les flèches qui sont ici, en fait, elles vont continuer, elles pointent vers l'extérieur, et quand elles vont passer le sommet et rentrer dans le creux, elles vont pointer vers l'intérieur et elles vont se retrouver exactement à l'envers des flèches extérieures qu'on a là. De nouveau, on a une espèce de surface ici avec une seule face. Et puis d'autres objets qui donnent des illusions optiques, par exemple quand vous avez un labyrinthe de miroirs, pour ceux d'entre vous qui ont appris à lire dans la méthode Bochet, il y a très très longtemps, il y avait comme ça un dessin infini de quelqu'un qui se voyait, ou si vous vous mettez entre deux miroirs, vous allez vous voir une infinité de fois, de plus en plus petit, un peu comme une image comme celle-là. Et en fait, c'est un astrophysicien de Meudon décrit l'univers comme étant une espèce de, pas un labyrinthe, il ne parle pas comme ça, mais comme étant une espèce de galerie des glaces cosmiques, dans laquelle il va nous expliquer pourquoi il semblerait qu'on voit énormément de choses en double, en triple, en quadruple, peut-être pire que ça, on n'en sait encore rien, mais c'est ça ce qu'il est en train de chercher, je le détaillerai un tout petit peu après. Ceux d'entre nous qui étaient au ZI ou dans un autre mouvement scout ont un jour rencontré ce genre de croquis-là, qu'on appelle des croquis Gilwell. C'est un croquis que l'on fait pour décrire un trajet que l'on parcourt, et ça permet de faire un rapport sur le trajet que l'on a suivi. Vous suivez la route qui est là au milieu, mais simplement, au lieu de la décrire avec tous les tournants possibles et imaginables, vous la décrivez comme étant face à vous. Ce que vous voyez quand vous avancez sur cette route, simplement vous dessinez quelque chose et vous écrivez tout ce que vous voyez à droite et à gauche. Alors vous voyez qu'à droite, il y avait une fontaine, et puis il y avait une maison comme ceci, et puis il y avait une place comme cela, et une épicerie, et la mairie, et ainsi de suite. À gauche, il y avait d'autres choses. À gauche, il y avait la boulangerie, il y avait le coiffeur, il y avait le médecin, et ainsi de suite. Vous avez comme ça une description, et si quelqu'un d'autre vient après vous et lit ce croquis Gilwell, il peut parfaitement faire son trajet en reconnaissant qu'il est sur la bonne route. Vous me suivez? Ça va. Donc, c'est une façon de faire un dessin qui, en fait, prend la route, peu importe si elle monte, descend, si elle tourne à gauche, tourne à droite beaucoup de fois. En fait, vous déroulez en fait, votre fil de façon plus ou moins linéaire et ça vous décrit ce que vous avez à voir à gauche et à droite
de votre paysage. Ça permet aussi de faire des rapports. Aujourd'hui, quand on fait ce genre de rapport par radio, par tous les moyens de communication qu'on a, il faut que la personne qui le reçoit soit capable de le comprendre et de le transformer dans ses propres données depuis son propre point de vue. C'est comme une vue du ciel, en fait? C'est comme une vue par en haut, vue du ciel, c'est ça? C'est pas vraiment comme vue du ciel, parce que la route que vous avez là, eh bien, il est possible qu'elle ait tourné 36 fois. Alors, simplement, la personne qui est sur la route, elle ne vous décrit pas complètement tous les tournants. Elle vous décrit simplement ce qu'elle voit à droite et à gauche, constamment. Oui. Donc, il est possible qu'on ait tourné, il y a quelques fois où elle le montre un petit peu, mais tout ce qu'elle vous dit, c'est voilà ce que je vois à droite, voilà ce que je vois à gauche. Si vous êtes sur un boulevard qui serpente beaucoup, bon, quelqu'un qui remonterait les Champs-Élysées, l'avenue est complètement rectiligne, donc il aura un croquis rectiligne, mais c'est pas parce que l'avenue est rectiligne. Mais si quelqu'un prend Sunset Boulevard à Los Angeles, c'est un boulevard qui serpente sur des dizaines de kilomètres. Donc, on retrouvera un dessin comme celui-là. Et à un endroit, vous aurez que à droite, vous avez la villa de tel acteur de cinéma, et à gauche, vous avez la villa de tel autre acteur de cinéma, et ainsi de suite. Oui. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jean-Pierre Luminet, cet astrophysicien de Meudon, avec la carte qu'il avait obtenue par le satellite WMAP de ce fond diffus cosmologique. Les cercles qui sont tracés sont plus ou moins aléatoires, mais en fait, il cherche ce qu'il appelle des cercles homologues. C'est-à-dire que, imaginez que, en se promenant autour de ce cercle-là, celui que je vous montre là maintenant, imaginez que ce que vous voyez, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, et ce que vous voyez constamment à droite et à gauche est parfaitement identique à ce que vous voyez quand vous tournez sur ce cercle-là, mais ça veut dire qu'en réalité, ces deux cercles décrivent la même chose dans l'univers. C'est ça qu'il cherche. Il est en train de chercher à prouver, oui, il n'est pas en train de chercher si ça existe. Il est convaincu que ça existe, mais il n'en a pas encore de preuves. Ça fait des années que lui et son équipe travaillent là-dessus. Il cherche à prouver qu'effectivement, avec le même phénomène qu'on avait vu avec la croix de Einstein, on pouvait voir le même objet dans différentes directions et un nombre important de fois, des différentes images. Il est très possible, si ce qu'il cherche est vrai, que quand nous regardons le ciel et que nous voyons, oui, quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham de lever la tête vers les cieux et de compter les étoiles, si tu peux compter les étoiles, et aujourd'hui on est bien au-delà de compter les étoiles, puisque pas forcément à l'œil nu, il y a une seule galaxie qu'on peut voir à l'œil nu, mais toutes les autres il faut des instruments, mais enfin, toujours est-il qu'il est possible que, en réalité, on ait un phénomène de fantôme cosmique extrêmement important et que certaines des galaxies que nous voyons soient en réalité la même galaxie, mais on les voit dans des directions différentes et avec des trajets de lumière différents et probablement la lumière a pris des temps différents pour nous arriver, donc il est possible que nous voyions des milliers de fois la même galaxie, mais à des étapes différentes de son évolution. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il travaille là-dessus, il a déjà quelques résultats, mais pas encore. Il n'a pas encore trouvé des cercles homologiques comme ceux-là, mais il continue à chercher. C'est très intéressant de comprendre pourquoi il cherche cela. Ben, la structure qu'il pense être celle de l'univers est celle de ce que l'on appelle un dodécaèdre de points carrés. Le volume que vous avez sous les yeux est une forme qui a 12 faces. Dodéca, ça veut dire 12. Un dodécaèdre, c'est un volume qui a 12 faces. Chaque face est un pentagone. Oui? Imaginez ce qui se passe, bon, aujourd'hui avec les écrans de télévision modernes, ce n'est plus le même phénomène, mais avec les anciens écrans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le canon à électrons émettait des électrons vers un écran et balayait l'écran par des lignes. 819 lignes, 625 lignes, mais à peine, quand le balayage sortait de l'écran d'un côté, il rentrait dans l'écran immédiatement de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire que vous aviez votre écran, mais en fait, ce qui se passait sur un côté et ce qui se passait sur l'autre côté était quasiment simultané. La lumière qui sortait, ou les électrons qui sortaient par là, rentraient immédiatement par là, comme s'ils avaient sauté d'un seul coup. En tout cas, pour nos yeux, ça ne faisait pas de différence.
mais parce que c'était trop rapide. Ce que dit Luminet, c'est qu'il a un modèle dans lequel il y a un volume de base de l'univers qui est un dodécaèdre comme celui-ci, et quand la lumière sort par un côté, là où il y a marqué exit, elle rentre immédiatement par la face opposée. Elle rentre immédiatement par la face opposée avec une différence de phase de 36 degrés, ce qui fait qu'en réalité, l'univers est composé, en fait ce que nous voyons, mais sans pouvoir nous en rendre compte vraiment, c'est une infinité de juxtapositions de ce dodécaèdre. Vous connaissez des pavages de sol avec des carrelages dans lesquels c'est la même figure qui se reproduit indéfiniment. La plupart du temps, c'est avec des carrés qu'on fait ça ou avec des rectangles, mais on peut faire ça aussi avec d'autres formes, avec des pentagones réguliers, mais on peut faire ça aussi dans l'espace avec des volumes particuliers. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est très possible que, en fait, l'univers que nous voyons ne soit qu'une reproduction indéfinie d'un nombre incommensurable de boules comme cela, de dodécaèdres de points carrés, avec une Terre dans chacun de ceux-là, et que peut-être ceux qui cherchent maintenant des exoplanètes, ces planètes en dehors du système solaire, peut-être qu'un jour ils finiront par trouver notre bonne vieille Terre. En tout cas, quelqu'un qui avait écrit des choses dans ce domaine-là, il y a très longtemps, mais c'était de la science-fiction, c'était Isaac Asimov. Mais il faut dire que, je ne vais pas en parler, il faudrait en parler trop longuement, mais il faut dire que dans la trilogie, la fameuse trilogie de Isaac Asimov, celle qu'il a complétée après, eh bien, il a une description extrêmement juive, je dirais, de l'univers tel que vers où il veut l'amener, puisqu'il décrit une situation qui s'appelle Achdut Havaya. Il ne le dit pas dans ses mots, il utilise son vocabulaire à lui, il utilise sa description à lui, mais on retrouve quelqu'un qui, avec des intentions complètement différentes, bon, il était juif, est-ce qu'il avait appris de la Torah ou pas, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il décrit un univers dans lequel tout est connecté. Achdut Havaya, il y avait un Talmid Chacham en Europe au siècle dernier qui disait qu'il ne pouvait pas vivre heureux tant qu'il savait qu'il y avait un ver de terre qui était bloqué dans sa progression, dans son tunnel, par une pierre au milieu. Eh bien, Isaac Asimov, en fait, était en train de nous décrire ce genre de choses-là. Le monde est en train, petit à petit, bon, c'est une opinion personnelle, mais le monde est en train, petit à petit, de mettre énormément de choses en place. Et en tout cas, ce qu'est en train de faire Luminet, ce qu'il est en train de chercher à démontrer, c'est que l'univers est fini. Si vous vous souvenez de la description que j'avais donnée sous forme d'un plan, un plan, c'est quelque chose d'infini. Oui, je pourrais très bien vous poser la question, est-ce que vous avez un jour vu une ligne droite? Et il y a des gens qui me répondent quelquefois oui, il y a des gens qui me répondent quelquefois non. La réponse est non. Personne n'a jamais vu une ligne droite, et moi non plus. Nous avons vu des petits segments d'une ligne, et notre imagination, notre capacité d'abstraction nous fait envisager qu'elle s'étend à l'infini dans les deux côtés, dans les deux sens. On n'a jamais rien vu de ce genre-là. Notre esprit est totalement incapable d'appréhender l'infini, et c'est pour ça que les mathématiciens et les chercheurs en éducation mathématique et autres travaillent énormément, parce qu'on a besoin d'enseigner des notions d'infini, et quand on travaille, pour ceux qui ont appris un petit peu de mathématiques, ça vous rappelle peut-être le pour tout epsilon, il existe delta tel que, etc., etc. C'est un problème éducatif. Une chercheuse israélienne, Anna Sfard, a d'ailleurs travaillé avec des Coréens et a montré que pour les Coréens, il était plus facile d'apprendre l'infini en mathématiques que pour des Israéliens, parce que pour les Coréens, en coréen, il n'y a pas de mot pour décrire l'infini. Ça ne fait pas partie de leur culture. Alors que pour un Israélien standard, eh bien, même s'il n'a pas appris tellement de pages du Zohar ou autre, malgré tout, la notion d'infini est présente et ça gêne l'apprentissage mathématique de la chose. Bon, revenons à nos affaires. La question de Luminet est de démontrer que l'univers est fini. Il cherche à démontrer que, en fait, nous avons une illusion, des illusions d'optique monumentales, mais en réalité, il y a l'univers observable et puis il y a l'univers qui existe. Oui, j'essaie d'utiliser mes mots pour décrire les siens. Ils ne parlent pas, parce que dans ces mondes-là, on ne parle surtout pas de monde créé et d'action de Dieu, mais surtout ne le faites pas si jamais vous avez entendu parler des bagarres qu'il y a aux États-Unis entre les créationnistes et les autres. Toujours est-il qu'en réalité, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à montrer que le monde est fini, qu'il est fini et qu'il n'a pas de bord. Souvenez-vous de la bande de Möbius. On peut tourner sur cette bande et faire passer notre doigt comme les fourmis passent,
et ça ne s'arrête pas, elle n'a pas de bord. Ou bien si vous regardez une sphère, un ballon de football, imaginez une fourmi qui vivrait à la surface d'un ballon de football, elle aurait l'impression que le ballon est infini dans tous les sens, dans toutes les directions. Si elle a suffisamment de mémoire, elle se souviendra qu'elle est déjà passée par un certain endroit, mais c'est tout. Ça n'a pas de bord, ça n'a pas de limite. Et c'est ce qu'il est en train de chercher à démontrer. Comment sait-il que le monde ne peut pas avoir de bord? Tout simplement à cause d'un paradoxe bien connu. Imaginez que le monde est un bord, que ça c'est le bord du monde. Vous avez quelqu'un qui est debout sur le bord, oui, et il étend la main. Elle est où sa main? Donc avec ce paradoxe-là, tout simple, on peut arriver à montrer que l'univers ne peut pas avoir de bord. D'accord, mais qu'il est fini. Eh bien, c'est ce que cherche Luminet, et il a fait des simulations pour cela. Et il a fait des simulations avec différentes formes de base, un cube, un tétraèdre, etc., etc. Et avec son dodécaèdre, en faisant ces simulations, il arrive à une carte qui ressemble très très fort à la carte que l'on a observée par les observations d'astronomiques. Ça renforce donc l'idée qu'il va dans la bonne direction, mais toujours est-il que on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il cherche? Et qu'est-ce qui a pu lui donner l'idée de chercher cela? Faites attention à une chose, c'est que cette idée-là est venue à un astronome, un astrophysicien et à son équipe en Europe. Ça n'est pas quelqu'un qui est en Extrême-Orient qui a pu penser à ça, parce qu'il y a des choses qui ne font pas partie de la culture en Extrême-Orient. Par exemple, un de mes collègues nous a un jour dit la chose suivante. Les astrophysiciens sont en train de chercher, des physiciens en général, physique des particules, ce qu'on fait au CERN et autres, on est en train de chercher une loi unique qu'ils appellent la loi du tout. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver une loi qui va englober l'ensemble de la description de l'univers. Mais cette idée de chercher quelque chose d'unique ne pouvait pas naître en Extrême-Orient, parce qu'en Extrême-Orient, on a une culture totalement idolâtre, avec des dizaines et des centaines de divinités, de forces différentes et autres, et il est impensable de penser à une recherche de quelque chose d'unique, de rechercher une origine unique, de rechercher un monde qui a une seule et unique structure, une loi, etc. En fait, la Torah nous le dit, quand elle nous dit, elle nous parle d'unité, en parallèle avec Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et l'Occident ayant hérité de nous une certaine idée de monothéisme, on peut avoir cette idée d'unicité et de monde fini. Mais en fait, cette idée de monde fini, elle était déjà présente chez quelqu'un d'autre. Cette idée de monde fini, en fait, c'est celle du Maharal, et je vous le décris dans mes mots à moi. Et le Maharal nous dit le monde est obligatoirement fini. Par démonstration par l'absurde, parce que si le monde était infini, alors il serait Dieu. Parce que Dieu est Ha'en Sof Baruch Hu. C'est une discussion entre les Chachamim à toutes les générations, si l'on ne peut parler de Dieu qu'en termes négatifs, ce qu'il n'est pas. Et on connaît cet exemple dans la Gemara où un Chacham est passé devant la Teva et a commencé à faire à dire la Hamida, la Gadol, la Gibor, la Nora, mais il a continué encore pendant 2 heures. Et quand après 2 heures il s'est arrêté, on lui a dit « Et c'est tout ce que tu as trouvé à dire sur ton Créateur ?» Et si nous n'avions pas reçu de Moshe Rabbeinu que c'est comme cela que l'on prie à El, à Gadol, à Gibor et à Nora, et pas plus, eh bien on n'aurait pas pu l'inventer. En fait, ce que le Maharal nous dit, le monde est obligatoirement fini, le monde n'est pas Dieu, le monde est créé par Dieu, Bria, Para, la racine Bar, Bet, Resh, indique quelque chose qui est dehors. Un animal sauvage, c'est Chayat Bar, c'est un animal qui est dehors, en opposition à un animal domestique, chez où Baal Chaim Mezouyat, il est à la maison. Le monde est donc obligatoirement fini. Eh bien, le monde des astrophysiciens, ou du moins une partie d'entre eux, est en train de chercher cela. Il y a encore énormément d'inconnus. Si vous regardez le diagramme en forme de disque sur le côté droit, en fait, ce que nous connaissons du monde, de la matière connue, c'est juste ce petit triangle jaune. Le reste décrit ce que l'on appelle de la matière sombre ou de l'énergie sombre, qui s'appelle comme ça tout simplement parce que ça ne se propage pas, ça ne se comporte pas comme des rayonnements électromagnétiques et donc nous sommes incapables de les capter. On a une bonne idée de la présence de ces choses-là parce qu'on en voit
les influences indirectes dues à la gravitation, mais on n'en sait pas plus. On a encore énormément de travail. C'est énormément de travail pour pouvoir décrire le monde, pour pouvoir s'approcher de la connaissance de Dieu que la compréhension du monde peut nous permettre. Et comme Dieu est infini, le travail pour s'approcher de lui et pour arriver à ce que le Rambam appelle la Da'at et Hashem, c'est un travail infini. Un de mes élèves m'a dit il n'y a pas très longtemps, ce que tu es en train de nous dire, que pour pouvoir s'approcher de Dieu, c'est un travail infini, c'est totalement désespérant. On ne finira jamais. Et je me suis trouvé lui répondre, au contraire, c'est porteur d'un espoir monumental. Ça veut dire que, plus justement, il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours avancer, on peut toujours progresser. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Retourne Israël vers l'Éternel ton Dieu. Et les Chachamim demandent Ad ve Ad Bichlal. Est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre? Ou Ad velo Ad Bichlal, et on ne peut pas. Et la réponse est évidemment Ad velo Ad Bichlal. On ne peut pas arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Toujours est-il que cette recherche qui est faite, et si vous vous souvenez, dans une présentation précédente, on avait vu ce texte de la Gemara de Masechet Shabbat, dans lequel, au nom de Bar Kapara, des Chachamim nous disait que celui qui a la possibilité de comprendre et d'analyser, de faire les calculs nécessaires pour Tkufot ou Mazalot, Tkufot des périodes, s'occuper de temps, et Mazalot, s'occuper de constellations, donc s'occuper d'espace, et dans nos mots à nous aujourd'hui, s'occuper d'espace-temps, celui qui a la possibilité de le faire, alors il doit le faire. Et un autre Chacham venait après, non seulement en disant c'est une bonne chose de le faire, mais il disait même que c'est une mitzvah. Et on rencontre ce genre de choses-là à différentes époques, chez différents chercheurs, chez différents Chachamim, et on aura l'occasion de revenir là-dessus en voyant ce qu'on dit des Chachamim comme le Rama dans son livre Torah Ta'ola, de ce qu'a dit le Maharal à différents endroits, de ce qu'a dit le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, lui, il dit les choses très clairement, qu'il est extrêmement important d'étudier l'astronomie, mais que si on n'a pas eu l'occasion de le faire quand on était jeune, alors on n'a plus le temps de le faire quand on est plus âgé, mais qu'au moins il faut consacrer un petit peu de temps à apprendre quelque chose. Nous approchons de la fin. Je voudrais simplement évoquer ces choses qui se sont dites il y a peu de temps, il y a 2 ans, si vous vous souvenez, 2-3 ans, tout le monde était suspendu au résultat d'expérimentations qui étaient faites au CERN avec le grand collisionneur de Hadron, et on cherchait une particule qui s'appelle le boson de Higgs. C'est une particule dont l'existence avait été calculée et prédite par 3 astrophysiciens, Higgs, dont vous avez la photo en haut à gauche, et encore 2 autres. Un des 2 autres est vivant de nos jours, le 3e est décédé depuis quelques années. Ça leur a valu le prix Nobel. Et c'est une collaboration internationale monumentale qui avait permis d'arriver à ces résultats-là. Entre autres, beaucoup d'astrophysiciens israéliens étaient mêlés à cela, et c'est d'ailleurs le détecteur auquel les Israéliens ont collaboré qui a permis de trouver ce boson de Higgs. Et des journalistes avaient trouvé, les journalistes sont des gens qui ont quelquefois des illuminations et donnent des appellations à certains objets. Et cette particule que l'on cherchait, ils avaient appelé ça la particule divine. Bon, j'ai dû commettre un jour un petit papier pour expliquer pourquoi ce mot était complètement hors de sujet. Mais on avait cherché, on avait cherché, et on a fini par trouver ce boson de Higgs qui permet d'expliquer un certain nombre de choses et qui ne permet pas encore de tout expliquer. Et il y a encore énormément de travail. Le travail est infini. On a encore énormément de travail. Toujours est-il que ce soit des physiciens ou des scientifiques d'autres domaines, et par exemple un scientifique franco-israélien que vous connaissez peut-être, Jacques Goldberg, qui est aussi bien à Paris qu'au Technion à Haïfa, a écrit dans un de ses livres qu'en fait l'attitude des scientifiques vis-à-vis de la science n'était pas très différente de l'attitude des religieux vis-à-vis de la religion. C'est la première fois que je parle de religion, d'habitude je n'en parle pas, parce que la religion est quelque chose de plus ou moins technique. Je suis plus à l'aise pour parler de Torah comme mode de vie et de parler de ce que le Rambam nous dit, que notre but c'est la da'at et Hashem, de connaître Dieu. La da'at au sens le plus intime du terme. Donc vraiment d'arriver à s'approcher, comme si on pouvait arriver à être collé à lui. La da'at et Hashem, comme dans Bereshit, ve'adam yada et chapa ishto. Toujours est-il que Jacques Goldberg écrit, en fait, les hypothèses de base
de la recherche scientifique, de la recherche en astrophysique et autres, eh bien, ne relève de la foi, puisqu'on cherche des modèles qui vont d'après certains principes, un principe de simplicité. C'est-à-dire que quand on a plusieurs solutions possibles, on va choisir la plus simple. Un principe d'homogénéité de l'univers. Le principe que dans l'histoire de l'univers, et si on compte les 13 milliards,7 d'années qui sont derrière nous depuis le Big Bang, eh bien, la physique a toujours fonctionné d'après les mêmes règles. Rien ne nous le dit. Rien ne nous le dit, mais enfin, sur ces bases-là, on est arrivé à développer des théories, et des théories qui permettent d'être prédictifs, de faire une expérience et de prévoir quel en est le résultat. Est-ce qu'on a besoin de continuer comme ça, ou non, je n'en sais rien. Certains vont vous parler le professeur Aviezer, Nathan Aviezer à Bar-Ilan a publié des livres dans lesquels il montre que les différentes étapes de la théorie qui vient après le Big Bang sont lisibles dans les 6 jours, les 6 premiers jours du monde. Ça vaut la peine de le lire, c'est intéressant, le livre a été traduit aussi en français. Toujours est-il que les 6 jours, est-ce que ce sont des jours mais j'en parle très brièvement maintenant, est-ce que ce sont des jours de 24 heures ou pas? Vraisemblablement pas, parce que ce que l'on appelle Yom dans la Torah, ce n'est pas seulement un jour, mais c'est aussi un statut. C'est un statut particulier. Vous serez assis dans la soukha pendant 7 jours. Mais en fait, c'est de ce verset-là qu'on vient avec le minag des Ushpizim, que le premier jour c'est Abraham, le deuxième jour c'est Yitzhak, le troisième jour c'est Yaakov. Mais en fait, là, c'est vraiment des jours de 24 heures, mais ce sont aussi des statuts, parce qu'Abraham, c'est le nom que le Zohar donne à Midata Chesed, Yitzhak, c'est le nom que le Zohar donne à Midata Din, ou à Midata Gvura, et ainsi de suite. En fait, on parle là de statut particulier. Et donc, vraisemblablement, le premier jour, Vayerev Vayiboker Yom Echad, ce premier jour, il n'y avait pas encore de luminaire, il n'y avait pas encore de planètes qui tournaient autour du Soleil et autres. Donc, un jour de 24 heures, probablement, ça n'est pas le cas, et que les 6 jours dont on parle sont 6 statuts. Ça permettra à certaines personnes de se raccorder avec l'âge du monde. De nouveau, je ne veux pas en parler plus que ce que je viens de dire là. Je vous ai montré ici ce qu'avait dit Jacques Goldberg. On se trouve ici tout simplement que, sans même en être probablement conscient, mais peut-être Jean-Pierre Luminet est-il lui-même un homme religieux dans sa religion à lui, avec une vision monothéiste du monde, peut-être que ça influe. Et il y a quelque temps, nous avions eu un congrès de Sciences et Torah, comme tous les ans ici, un projet commun au Machon Lev, Bar-Ilan et Yeshiva University, et j'avais dû intervenir justement dans un panel dans lequel le sujet était quelle influence a la émouna du chercheur sur les résultats ou sur la vision des résultats de sa recherche. Si nous savons, et en fait la vérité elle est là, la vérité de la Torah est que le monde est créé par Akadosh Baruch Hu, que le monde ne peut être que fini parce qu'il ne peut pas être l'infini, alors ça va nous aider à comprendre un certain nombre de choses. On voit ici qu'une partie de la science occidentale s'approche de ce genre de questions-là. Il y a d'autres domaines dans lesquels elle s'approche de ce que la Torah est capable de nous dire. Et cette vision du monde, en fait, correspond bien à nos idées. Là, juste pour le plaisir des yeux, cette photo est une des photos les plus connues du télescope Hubble. Ça représente une nébuleuse qui est dans la constellation de l'Aigle. On peut la voir depuis l'hémisphère sud. Et ils ont appelé ça les piliers de la création. Alors, les astrophysiciens ne veulent pas parler de création. Malgré tout, ils ont parlé de ça comme piliers de la création. Ce sont des nids de création d'étoiles en ce moment monumentales. Eh bien, Tehillim nous l'a dit depuis longtemps déjà que l'observation du ciel était là pour nous apprendre énormément. Lorsque je vais contempler les cieux, ma'ase et tzveotecha. Ce que je vois en fait, on peut le comprendre en disant que les cieux sont l'œuvre de tes mains, mais aussi ce que je vois en contemplant les cieux, je vois l'œuvre de tes mains. Je dois comprendre que c'est l'œuvre de tes mains et que la contemplation des cieux, plus que la contemplation, l'observation, l'analyse, la compréhension doivent nous faire comprendre des choses que Dieu nous signale de cette façon-là. C'est pas simplement une abstraction. Et quand on nous parle au nom de Rabbi Nachman Bratslav de Shirat HaAsabim, du chant des herbes, ou Perek Shira, dans toutes les parties de la création qui chantent la louange de Dieu,
eh bien le champ des sphères, peut-être que c'est aussi ce que, entre autres, pas seulement, mais peut-être qu'on en a eu une petite appréhension très parasitée parce que Wilson et Penzia sont captés. Akadosh Baruch Hu nous fait savoir, petit à petit nous fait découvrir des choses. Et Moné Mispar la Kochavim le Kulam Shemot Yikra, Dieu compte Israël comme il compte les étoiles. Vous pourrez aller regarder Rashi sur le premier verset du livre de Shemot, dans lequel il montre la comparaison entre un Israël et les étoiles, une autre comparaison différente de celle que l'on avait avec Abraham Avinu qui devait compter les étoiles, si c'était possible de compter les étoiles. On retrouve des phénomènes qui ressemblent un petit peu à des étoiles autour d'un centre, des choses qui gravitent autour, avec les 12 tribus autour du Mishkan, au milieu Machane Shrina, le Mishkan, Machane Leviya, les Lévim autour du Mishkan, et les étoiles Israël tout autour. Et en fait, c'est ce que nous avait dit Yosef. Quand il nous avait dit qu'il avait vu le soleil et la lune et les étoiles, et les constellations et autres, il y a quelque chose dans le ciel, quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous montre et qu'il faut que nous découvrions petit à petit. Et tous les Chachamim nous le disent, tous les Chachamim nous poussent à cette contemplation-là. Dans les communautés sfaradiotes, à Rosh Hashanah, le deuxième matin avant Barechou, entre Nishmat et Barechou, le deuxième matin de Rosh Hashanah, on dit un piyut de Rabbi Yehuda Halevi. C'est un piyut très beau. Je dois dire que quand on en arrive là, je rêve. Et j'ai un plaisir fou à chanter ce piyut-là. En plus, dans ma communauté, les gens chantent bien. Globalement, la communauté chante. C'est un piyut qui parle de la relation entre l'homme et Dieu, et du fait qu'entre autres, on ne peut pas arriver jusqu'à Dieu, on ne peut pas l'appréhender complètement. Malgré tout, Berashti ou Kerati, on le cherche, on le recherche, on l'appelle, on essaye de se rapprocher au maximum. Abahir ve'or mazhir. Là, le Païtan l'appelle par des noms qui sont liés à la lumière. Il est clair, c'est une lumière éclatante et autres. Et en fait, le monde tel que nous l'appréhendons aujourd'hui, c'est entièrement avec la lumière. Le laboratoire qui nous permet d'appréhender le cosmos, c'est uniquement la lumière, les différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Est-ce que c'est ça la lumière que Dieu a cachée pendant les Yemé Bereshit et qu'il a l'intention de garder pour les tzadikim, les Atid Lavo? Si c'est ça, alors les tzadikim, c'est nous. Bon, alors, soyons un petit peu modestes, et peut-être que c'est, en tout cas pas moi, mais toujours est-il qu'il y a un phénomène qui se fait à travers la lumière et qui nous permet de comprendre des choses de la création, cette création extraordinaire que Dieu a faite. Et à la fin de ce piyut, il y a deux versions du piyut, mais celle qui est imprimée dans les Marzorim, c'est Chakor Pe'alav. En bas à gauche, Chakor Pe'alav, tu dois chercher, rechercher, essayer de comprendre quelles sont les actions d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quelquefois, tu vas les rechercher dans les relations internationales. Tu vas essayer de comprendre pourquoi le Moyen-Orient, tout autour de nous, est à feu et à sang, et ce qui se passe, et pourquoi tel pays monte, et pourquoi tel pays descend, et qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer, et qu'est-ce que nous devons apprendre de la crise qui se passe en Grèce et de l'attitude du gouvernement grec face à toute l'Europe. Nous apprendre peut-être à tenir bon face à... Je ne sais pas. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un économiste, autre. Toujours est-il que Dieu nous montre énormément de choses tout autour de nous, et que le Païtan, Rabbi Yehuda Halevi nous le dit, Chakor Pe'alav. Il faut que tu étudies tout ce qu'il fait, toutes ses actions, à tous les niveaux. Alors, tout le monde n'est pas astrophysicien, comme nous l'a dit Bar Kapara dans la Seret Shabbat. Celui qui peut s'occuper de recherche dans ces domaines-là, qu'il le fasse, mais le monde a besoin de gens avec des capacités très différentes, très diverses. Chacun doit faire au maximum ce qu'il peut, mais cette recherche-là est une recherche importante. Il s'agit de comprendre la création divine, il s'agit d'appréhender la création divine de plus près, et comme nous le dit le Rambam, toute cette compréhension-là nous permet de procéder plus avant dans la connaissance de Dieu, et c'est ça qui est important. Merci. Merci beaucoup. Le cours est Léou Nishmat Nelly Bella Bat Yoshua, la grand-mère de ma femme qui est Niftera en ce jour-là, quoi. Donc voilà. Menuchata Eden. Merci.
Et s'il y a des questions, c'est le moment. Alors, encore merci au professeur Picard. Et... Merci à vous. Ah. Raval a une question. Oui, c'est David Pinchas. Je voulais savoir pourquoi le dodécaèdre est-il si important par rapport à un phénomène de sphère? D'une part, la façon dont Luminet a fait les choses, et je n'ai pas vu dans ses écrits, il a publié beaucoup de choses, il a publié, c'est probablement un auteur des plus prolixes. Je n'ai vu nulle part qu'il explique pourquoi ça l'intéressait plus qu'autre chose. Et vous avez vu qu'il a essayé avec d'autres sortes de volumes, et celui-là marche. En tout cas, les simulations donnent quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, le dodécaèdre, vous allez me permettre de délirer un petit peu maintenant, sans base scientifique à ce que je vais dire. Oui. Le dodécaèdre, c'est une forme à 12 faces. C'est très curieux, mais dans Israël, il y a 12 tribus. Et il y a 12 mois dans l'année. Le nombre 12 représente quelque chose d'important. Oui. C'est en fait on va reprendre ce qu'on dit à Pessah avec Echad Miyodea, Shnaim Miyodea, etc. Et puis on va finalement arriver juste à 12, c'est encore notre monde à nous. Et quand on passe au-delà de 12, on va se retrouver déjà dans un monde qui est ailleurs. Et en fait, dans Israël, il y a 13 tribus, mais la 13e, c'est celle des Lévi'im, celle qui s'occupe du Beth Amikdash avec le lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors, bon, je ne sais pas si Luminet en est conscient, et je ne sais pas si je lui racontais quelque chose comme ça, il accepterait ce que je lui dis. Oui, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai un ami commun avec lui, mais j'ai demandé à cet ami de m'aider un jour à le rencontrer pour qu'on puisse parler de ce genre de choses-là. Donc je ne sais pas. Mais vous comprenez que je peux parfaitement rêver dans ces domaines-là et que vraisemblablement, il a raison, ça doit être 12. C'est un peu l'objet de ma question, même si c'était voilé. Oui. J'ai le sentiment qu'on parlait de longueur d'onde, mais que nous sommes sur la même. Exactement. Ok. Merci beaucoup, professeur Picard. Si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille. Si Dieu veut, donc on se retrouvera la semaine prochaine. Et moi, vous savez que c'est enregistré, les cours sont enregistrés. J'aimerais passer aussi un bonjour à Samy, qui nous a rejoints pour la première fois. Donc vous pouvez avoir les enregistrements sur fr.linmod.org. Tout est enregistré là-bas. Voilà, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche avec le cours du Rav Gabriel et le cours du Rav Bochko. Il y aura sûrement des changements à cause du Tzom du 7 Tammuz, il y aura sûrement des changements d'horaire, mais on vous informera par mail. Voilà, Kol Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.